Bonjour tout le monde, comme chaque semaine c'est Flo au micro et aujourd'hui je vous retrouve avec une partie de l'équipe. Salut Clara, salut Clara. Hello. Coucou. Je pense clairement que cet épisode doit être regardé contrairement aux autres. Ils peuvent tous être regardés mais celui-ci particulièrement puisque nous sommes avec les deux Clara de la team. Donc ce sera peut-être plus simple si vous les voyez. Clara. Ça commence. Ça commence. Comme c'est ta première fois au micro de Social Kids, peux-tu nous dire en quelques mots qui tu es? Du coup, moi, c'est Clara. Je suis l'assistante de Claire. Donc, je travaille maintenant depuis presque 2 ans avec Claire sur toute la partie influence, collaboration, création de contenu. Trop bien. Clara. J'ai l'impression que tu peux dire sinon Bon, du coup, Clara, tu as déjà participé à plusieurs épisodes, donc on sait qui tu es. Mais on te connaît plutôt comme la COO d'Atelier Mickey, donc la chef d'orchestre de l'agence. Mais ce n'est pas la casquette que tu auras pour cet épisode, car tu as, toi aussi, été l'assistante de Claire. Oui, tout à fait. C'était en quelle année? À chaque fois qu'on me pose la question, je sais pas. J'ai l'impression que je suis ici depuis toujours, tu sais. J'ai été diplômée en 2019, en juin 2019, donc j'ai commencé en septembre 2019 à bosser avec Claire. Ok. Alors en effet, cette deuxième saison de Social Kids est consacrée à l'influence et donc j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet avec vous deux. Pour remettre du contexte pour les personnes qui ne nous connaissent pas, Claire est la fondatrice de notre agence digitale Atelier Mickey, mais elle est aussi créatrice de contenu avec son compte Mickey West Blue Eyes, un compte à 250 000 abonnés. Et donc, vous avez déjà toutes les deux travaillé pour ce compte et on va parler de tout ça ensemble. C'est parti. Petit disclaimer, si certains termes marketing ne vous sont pas familiers, ils sont expliqués en description de l'épisode. Alors, pour commencer, vous avez fait quoi comme études, chacune ? Du coup, moi, j'ai fait un bac en marketing, 3 ans, mais je voulais un peu me spécialiser, donc j'ai fait un master en publicité à l'IEX. Et moi, j'ai fait mes 5 années à l'IEX. Donc un bac en com et un master en relations publiques. Et est-ce que pendant votre cursus, vous envisagiez de travailler dans l'influence ? Moi, l'option que j'ai prise à l'IEX en Master 2, c'était le digital. Donc, il y avait déjà un intérêt par rapport à ce milieu-là. Par contre, l'influence, non, j'avais pas du tout... je m'étais pas du tout projetée dans cet univers-là. Je pense que l'influence à cette époque, on dirait que je parle comme si j'avais 60 ans, l'influence à cette époque, elle était déjà présente, mais pas du tout comme elle l'est actuellement. Donc pour moi, c'était vraiment, pas du tout une option de carrière, entre guillemets. Je suivais déjà Claire et je me suis juste retrouvée là un peu par hasard, entre guillemets, mais non, voilà, pas du tout quelque chose que je projetais. J'avais plus comme objectif de commencer plutôt, dans une agence. Ok. Pas forcément digitale, mais en tout cas une agence de communication. Et toi, Clara, du coup, est-ce que tu t'envisageais l'influence ? Alors moi, pas du tout. De base, j'ai pris la pub pour travailler chez l'annonceur, donc pour des marques. Et à l'inverse de Clara, moi j'avais pris l'option du coup annonceur pendant ma master 2. Et puis je me suis retrouvée ici un peu par hasard aussi. Voilà. Du coup, c'est ma prochaine question. Comment vous êtes retrouvée à ce poste d'assistante de Claire ? Du coup, moi, c'était pendant ma recherche de stage. Je me suis dit que, comme j'avais pris l'option annonceur pendant mes études, qu'il me fallait quand même ce côté digital parce que, actuellement, c'est quand même un pan ultra important de la communication. Et c'est un jour en scrollant, j'ai vu un reel de Claire, hyper créa, et je me suis dit, waouh, ce serait quand même super intéressant de travailler avec une personne si créative. Et donc, j'ai envoyé un message Instagram à Atelier Mickey, en mode recherche de stage. Et puis, du coup, Atelier Mickey m'a demandé de contacter Clara. J'ai contacté Clara par mail. On a fait une interview et 2 jours après, Clara me disait que j'étais prise pour le stage, qui n'était du coup pas un stage avec Atelier Mickey, mais bien avec Mickey West Blue Eyes. Et donc voilà. Parce qu'à la base, je pense pas qu'on cherchait qu'une stagiaire pour Atelier Mickey. Et du coup, c'était Auré qu'on avait choisi. Tout à fait. D'ailleurs, big up à Auré s'il nous entend. Mais du coup, quand Claire, je pense, a vu... Je sais même plus comment ça s'est passé, mais
Elle a dit, bon, bah, finalement, moi aussi, je cherche une stagiaire. C'est bon, go. Et voilà, et puis on a fait l'interview. Et puis après, c'est vrai que ça s'est passé super vite, quoi. Et suite à ton stage, te voilà engagée. Voilà. Mais une petite pause Ouais. entre. Du coup, j'ai fait un stage de 6 mois. Et puis, quand mon stage s'est fini, c'était l'été, j'avais pas encore rendu mon mémoire, donc je me suis consacrée pendant 2 mois à mon mémoire. J'ai pris quelques vacances. Et puis, j'ai cherché un job, j'ai trouvé un job, mais qui me plaisait pas du tout. Donc, j'ai repris la recherche de job. Entre-temps, on s'est vu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et Oui, c'est vrai qu'on continue toujours de faire des activités avec nos stagiaires. On adore ça. Et du coup, quand Claire a compris que j'allais potentiellement aller travailler ailleurs, elle s'est dit qu'en fait, je lui manquais un petit peu et qu'elle avait besoin de toi. Qu'elle avait besoin de moi. Du coup, elle m'a proposé de revenir. Et donc là, ça fait un peu plus d'1 an et demi que je suis revenue en tant que... Déjà, ouais, c'est dingue. Mais donc, c'est le signe d'envoyer vos CV même quand il n'y a pas d'annonce. Parce que des fois, ça peut ouais, débouler, en fait, il faut que ça tombe au bon moment. Parce qu'en vrai, on reçoit pas mal de candidatures, etc. Mais c'est la même chose pour Julie. Julie, elle a postulé. On cherchait un profil de vidéaste. Julie, elle est graphiste. Et elle s'est dit, bon, vas-y, j'envoie. Et en fait, on l'a engagée. Je disais même pas ça pour chez nous. Mais juste de manière générale, quand oui, vous cherchez un travail... il faut juste que ça soit le bon moment, quoi. Que la boîte, elle cherche, que il faut que les astres soient alignés. Exactement. Mais en fait, vous perdez rien à envoyer vos CV. Ah oui, simplement. Ouais, tout à fait. Enfin, là, moi, je me suis dit, je vais juste envoyer un message. Ça ne m'engage à rien, ça n'engage Atelier Milky à rien non plus. Tout à fait. Et au final, me voilà. Donc, c'est clair. Et toi, du coup, Clara, comment est-ce que tu t'es retrouvée au poste d'assistante de Claire ? En fait, quand j'ai terminé mes études, j'avais pas trop envie de travailler, j'avoue. J'ai jamais fait de pause dans mes études, etc. J'ai toujours continué. Voilà, pas de pause voyage ni rien. Et j'ai terminé jeune, je trouvais quand même mes études. Et donc j'ai voulu prolonger. Et en plus de ça, j'avais fait un stage aussi dans une agence de presse. Et je n'avais pas le néerlandais. Je parlais pas, j'avais des cours d'anglais et d'allemand. Et donc, je voulais faire des cours de néerlandais un peu plus approfondis. Et donc, ça se combinait bien vu que je voulais juste pas finir mes études. Donc, j'ai pris des cours à la KUL, à la KU à Leuven. Et je me suis dit, OK, je vais chercher un job étudiant. Et en fait, à la base, je partais pour chercher un job étudiant dans les Carrefour, les Deleuze, des trucs que j'avais déjà fait. Trucs classiques. Et je suis tombée sur les stories de Claire qui, justement, cherchait une assistante. Et voilà. Et je me suis dit, en vrai, ça pourrait être méga intéressant, beaucoup plus en rapport avec mes études. Je pense aussi je me suis dit que ça pouvait être aussi super intéressant de découvrir cet univers-là, mais de rencontrer plein d'autres acteurs de la communication. J'ai postulé. Et voilà. Et puis après, je me suis retrouvée... je sais qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient postulé... cette fois-là. Et je me souviens que j'avais laissé, ça franchement aussi un truc à retenir. Un petit conseil. J'avais vu les stories de Claire fin juin, donc quand je venais à peine de terminer mes études. J'étais en train de me renseigner à propos des cours et tout que j'allais suivre à Leuven, parce que rien n'était encore certain dans les cursus. Et donc je m'étais dit, d'abord je vais valider ce truc de cours, et puis après je vois comment ça se passe, etc., pour postuler chez Claire. Je suis partie en vacances entre-temps, machin et tout. Et quand je suis rentrée de vacances fin juillet, je me suis dit, allez, maintenant, c'est le moment, je postule. J'ai voulu postuler, sauf que les stories à la une, où il y avait toutes les infos concernant le stage, le job étudiant, parce que c'était un job étudiant, en fait, avaient été supprimées, quoi. Parce qu'elle avait reçu déjà tellement de demandes qu'elle avait complètement supprimé les infos. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible, je peux pas, laisser passer ce truc. Et donc, j'ai trouvé son adresse... sur son profil, il y avait son adresse mail. J'ai envoyé un mail et voilà. Heureusement, elle n'avait pas encore choisi. Heureusement qu'elle n'avait pas encore choisi. Mais en plus, elle était un peu lente. C'était les vacances et tout. Et elle était un peu lente dans les réponses. Donc, il y avait des fois, je passais. Elle m'avait répondu en me disant « Oui, ton profil m'intéresse trop, machin. » Donc, moi, je suis hyper emballée. Puis après, elle a attendu 3 semaines avant de me répondre. Une deuxième... Enfin, vrai, c'était horrible. C'est un peu genre un truc de... Je savais pas trop comment ça allait se passer. Ouais. Et puis après, interview. Et puis
Et puis voilà. Et donc, tu étais étudiante et finalement employée. J'ai commencé donc 1 an en job étudiant. Alors, meilleur job étudiant de ma vie, clairement. J'ai fait des trucs de fou avec elle. C'était mieux évidemment que travailler au Deleuze. Mais tout à l'heure, du coup, tu pourras nous expliquer tous ces trucs de fou. Et puis après, en fait, la boîte... Donc, quand j'ai commencé à travailler avec elle, c'était la toute première année qu'elle était full-time sur l'influence. Parce qu'avant, elle était avec ses études de droit. Oui. Donc, je pense qu'elle était en indépendante complémentaire ou quelque chose comme ça. Et là, c'était la première année de full-time de la boîte. Et donc, du coup, à la fin de cette année en job étudiant, moi, il fallait que je trouve un travail. Ah oui. Parce que j'allais pas rester étudiante toute ma vie. Et donc, à ce moment-là, toi, tu n'envisages pas que ce soit ça qui devienne ton travail? Non, pas du tout. Okay. Pour moi, c'était vraiment juste cette année d'expérience trop sympa. Sauf que il y avait tellement un truc qui s'était créé entre Claire et moi, genre on s'entendait tellement bien, on bossait tellement bien ensemble, etc. Je me souviens, on a eu cette discussion quand on est parti à Paris. Je pense que c'était du coup en janvier-février pour la Fashion Week. Et on parlait déjà de l'après parce qu'en fait, mon job, il allait vite se terminer, quoi. Ouais. Et elle me dit non, mais c'est pas possible, on peut pas arrêter de travailler ensemble et tout. J'étais là, non. J'étais là, engage-moi. Oui. Et sauf que c'était pas possible parce que du coup la boîte, comme je disais, elle venait d'être créée, elle était quand même vachement jeune et tout. Et donc ce qui s'est passé, c'est que moi je me suis mis en indépendante pendant 1 an du coup. À la base, je m'étais mis en indépendant en mode on verra bien comment ça va se développer et comment ça évoluera. Et surtout, l'avantage, c'est que j'avais rencontré énormément de personnes grâce à Claire pendant cette année en job étudiant. Donc, quand je me suis lancée après mon année, donc en septembre 2020, que j'ai ouvert mon numéro d'entreprise, en même pas 1 mois, j'avais déjà mon agenda et mon planning qui était full. Parce que je bossais avec Claire, et après, il y avait 4 autres filles avec qui je travaillais. 4 autres créatrices de contenu. Ouais, créatrices de contenu. Je les aidais de plein de manières différentes. Il y en avait d'autres, c'était beaucoup plus créa, où je devais les aider un peu plus ce que je faisais avec Claire, du coup. Aider dans la création de contenu, les réflexions au niveau des briefings, etc. Et d'autres, c'était plus le rôle d'Amel, où je devais gérer les agendas, négocier les contrats, vraiment plus agent, entre guillemets. Oui. Donc c'était vraiment hyper différent avec toutes les filles. J'ai adoré cette année, c'était super enrichissant, j'ai appris plein de trucs. Mais entre-temps, la boîte, évidemment, s'est développée. Claire a blindé investi aussi dans l'influence, elle était à full-time dessus, donc ça a aussi grandi. Et après, il y a eu l'idée d'ouvrir une agence. Et donc, c'est comme ça qu'après, elle a commencé à me faire des propositions pour un CDI. Et donc, c'est comme ça que je suis passée de job étudiant à indépendant à employé. Employé de Milky et puis atelier. Employé de Milky, et puis après, atelier Milky. C'est ça. Les ratios, les pourcentages se sont à un moment équilibrés. Et puis après, là, je suis plus que sur atelier Milky. Il y a plus du tout le temps pour Milky. Et puis après, il y a une autre Clara qui a pris ma place. C'est la condition pour être assistante de Claire. C'est ça. Clara. Mais du coup, je veux bien que vous me disiez, ça consiste en quoi le métier d'assistante de créatrice de contenu? Vous avez peut-être aussi chacune un peu la vision du métier. Je pense, mais je pense aussi que peut-être que... je sais ce que tu fais au quotidien, mais on n'est pas du tout dans les mêmes réalités non plus. Moi, quand j'ai commencé à bosser avec Claire, elle avait beaucoup moins d'abonnés. Bon, elle n'était pas nulle part, hein, mais je pense qu'elle était à... Je me demande si elle n'était pas à genre 180 000. Ah oui, ok. Mais, et c'était pas du tout aussi cadré qu'est-ce qu'on est aujourd'hui. Aujourd'hui, Claire, elle gère une entreprise. Elle a aussi hyper fort évolué, même en termes de partenariat, etc. Moi, clairement, quand je bossais avec elle, j'aime pas dire ça, mais c'était un peu ça, c'était du bricolage, quoi. Genre, il y a des shoots qu'on a fait. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu différent. Mais moi, en tout cas, quand j'étais assistante de Claire, je travaillais déjà beaucoup avec elle sur les réflexions au niveau des brainstorming. Donc, quand on recevait les briefs de marque, savoir ce qu'on allait faire, etc. Je faisais énormément de montage vidéo. C'était aussi l'année du Covid, quand j'étais assistante de Claire. Et donc, toute la deuxième partie de l'année, on faisait full YouTube. Je montais une vidéo YouTube par semaine. Ah, waouh. Ouais, franchement, elle tournait. Elle m'envoyait en WeTransfer les rushs. Et puis après, je les montais. Et on carburait comme ça. Donc, beaucoup, beaucoup de montage. Et puis, toute la créa de contenu. Ça, c'est ce que je pense que tu t'as encore. Mais j'ai l'impression que ça allait un peu plus dans tous les sens.
on déménageait tout son appart tout le temps pour faire des shoots. Donc, il y avait plein de trucs aussi sur le côté, genre s'arranger pour que tout match pour le shooting. Ouais. Et aussi, à la fin de ma partie assistante, je faisais énormément de logistique de shoot. Ah, donc, c'est-à-dire, au tout début, pas, parce qu'on était souvent que nous deux. On avait parfois des make-up artistes, mais c'était plus rare, j'ai l'impression. Mais à la fin, c'était vraiment gérer toute l'organisation du shooting, les prestataires, donc s'il y avait des make-up artistes, des locations d'endroits. On a été faire des shootings un peu partout, genre on avait été dans des endroits abandonnés, on a été dans des forêts, on a été à la Monnaie, de tout trucs comme ça. Donc là, c'était plus de l'organisation et de gestion. Ouais. Et puis, toi, du coup, à ton époque, Claire, elle découvrait aussi ce métier full-time, donc peut-être qu'elle testait plus de choses. Tu dis qu'aujourd'hui, c'est sûrement plus cadré et Clara va peut-être nous le confirmer. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. Parce que Claire, elle aime bien être très créative et aller dans plein de directions. Ouais. Mais du coup, toi, c'est vrai qu'à cette époque-là, peut-être que Claire, elle testait plein de choses. C'est ça aussi qui a fait que vous avez un quotidien mouvementé. Oui, je pense. Puis on n'était pas... J'ai l'image de vous, vraiment... 2 ados qui gèrent une boîte. Oui, c'était ça un peu. Franchement, c'était ça. C'était complètement ça. On faisait de ces trucs. Je réfléchis un peu en même temps, mais déjà dans la présence digitale, on était à fond. Je faisais full Pinterest, Insta et full YouTube. Déjà là, maintenant, ça a changé. Il y a toujours Pinterest, Insta, TikTok et Facebook. Je sais même pas si je faisais encore. Et là, on est vraiment Insta, TikTok, par phase... Et Pinterest, ouais. Et le blog aussi, en fait, il y a... Oui, je faisais déjà full article aussi. En fait, j'ai l'impression que c'est quand même très similaire à ce que tu fais. Ouais, c'est très similaire, mais je pense qu'il y a une évolution aussi, comme tu disais, dans le contenu que Claire veut partager, aussi d'un point de vue juridique. Enfin, on peut plus partager ce qu'on veut sur les réseaux non plus, donc il y a aussi ce côté-là. Ouais. Mais sinon, les tâches, globalement, oui, ça se rejoint vraiment. Du coup, toi, Claire, ton quotidien, c'est quoi aujourd'hui pour Claire ? Comme Claire disait, donc on reçoit le briefing, on fait un brainstorming. Claire, elle propose une idée créative. Soit elle la trouve, elle cherche, elle fait les recherches, etc. elle-même. Soit je l'aide là-dessus. Après, il y a tout ce qui est préparation du shooting. Ici, on a l'avantage d'avoir le bureau dans lequel on shoote beaucoup. Oui. Ça, c'était déjà une différence, du coup. C'est quand même un lieu assez polyvalent. On peut faire plein de trucs. Donc, c'est vrai qu'il y a moins ce côté chercher des lieux, etc. Mais ça arrive. Puis tout ce qui est accessoires de shoot, les petites courses par-ci par-là pour avoir les produits qu'il faut. Ça, je m'en occupe aussi. Puis, shooting, donc c'est moi qui filme, qui prend les photos. Et puis, il y a tout ce qui est montage vidéo aussi, comme Claire disait. Toutes les retouches photos, ça, c'est Claire qui s'en charge, parce qu'elle aime bien... sa touche, et puis elle aime bien aussi apporter un peu de créativité là-dessus. Mais moi, je fais tous les montages vidéo. En tout cas, une grande partie. Et puis, posting aussi sur ses réseaux. Oui. On réfléchit ensemble aussi à la stratégie qu'on va mettre en place. Ça évolue beaucoup aussi... Même par rapport au début de mon stage, déjà la ligne éditoriale de Claire a changé plusieurs fois, les stratégies de posting, etc. ont changé aussi. Oui, tout à fait. Donc, j'ai l'impression que moi, c'était un peu moins ça. Tu vois ce que je... Alors, je pense que Claire le faisait de son côté. Moi, posting, j'ai jamais fait. J'ai l'impression que, oui, évidemment, on était cadré par un brief, et oui, on faisait des contenus professionnels, et on se donnait à 3000% dans ce qu'on faisait. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais eu de grosses réflexions sur... les postings, etc. C'était plus en mode, oh, vas-y, on fait ça. Tu vois, genre moins stratégique, je dirais. Mais je pense que Claire le faisait toute seule, tu vois. Moi, j'étais juste là un peu plus pour la partie exécution. Oui, puis il y a peut-être aussi une évolution du côté des marques. Il y a peut-être des demandes plus précises qu'avant. Je pense aussi. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on n'est pas dans la même époque des réseaux. Tout à fait. Et ça change complètement la donne. L'époque où moi, j'étais assistante, c'était vraiment l'époque des méga montages, tu sais, avec des collages, on retouchait à fond les photos. C'était vraiment plus cette vibe-là. Donc c'est sûr que d'un point de vue création et organisation du shooting, c'était peut-être un peu plus différent de la vague que Claire et la ligne édito qu'elle a actuellement, même si elle est toujours hyper créative dans ce qu'elle fait. Ça va être créative, mais elle a aussi évolué, elle a grandi. Bien sûr.
Là, elle venait de sortir des études, quoi. Donc, on était encore jeunes. Ouais. On est toujours jeunes. Jeune mais- et folle. Donc ça, je pense que c'est aussi une autre facette. Juste pas la même chose d'un point de vue création. Et du coup, vous êtes toutes les deux clairement arrivées là par hasard. Qu'est-ce que vous avez découvert du monde de l'influence en faisant ce métier qui vous a étonné? Peut-être des facettes du métier ou juste du monde de l'influence de manière générale? Alors justement, moi, c'est tout ce travail en fait derrière une vidéo qui dure 15 secondes. En fait, déjà le nombre de personnes impliquées, Ouais. le temps, toute la réflexion stratégique, créative, tout le temps passé aussi au montage, à la retouche, même au shooting tout simplement. Le fait que parfois en fait juste ce qu'on fait ça plaît pas à la marque et faut recommencer, retrouver une nouvelle idée, reprévoir un shoot, retourner, enfin Tout recommencer à zéro. Et je pense que les gens se rendent pas compte de ça, ils se rendent pas compte que c'est c'est un métier à plein temps en fait. Et oui, deux métiers même du coup, parce qu'il y a le métier de la créatrice et le métier de l'assistant, donc c'est deux métiers à plein minimum temps. Quoi. en plus. Ouais. Parce que là, Clara, elle a quand même un profil, j'allais dire couteau suisse, parce qu'elle va faire le contenu, le retoucher, elle va participer à la strad, etc. Oui, bien sûr. Et il y en a d'autres créateurs qui, eux, vont vraiment avoir leur équipe de prod. Bon, là, on est sur des autres trucs aussi, mais avec un vidéaste, un photographe, une assistante. Enfin, il y a vraiment plein de profils différents, en tout cas, qui sont mobilisés. Clairement. Moi, c'est vraiment tout ce travail derrière une photo, une vidéo. Et même quand c'est... Là, je parle beaucoup des contenus en collaboration avec les marques, mais même des contenus plus organiques que Claire poste par envie. C'est pas... c'est réfléchi aussi, en fait. C'est pas juste petite photo, là, je la poste. C'est de la réflexion derrière. Moi c'est vraiment tout ce côté-là qui m'a étonnée de manière positive. Hein, où je me suis dit waouh, en fait, il y a tout ça qui se cache derrière un compte Instagram. Rien à ajouter. Non, je réfléchis. Ce qui m'a étonnée, en fait, je pense que je savais tellement pas à quoi m'attendre que je suis tellement arrivée un peu en mode ouais, ça a l'air sympa. Moi, j'étais juste un peu émerveillée parce qu'il y avait plein de personnes que je voyais à travers des réseaux que je rencontrais. C'était plus ce côté-là, en mode, j'étais là, putain, je suis en train de vivre tout ça, quoi. Mais étonnée, oui, non, le travail, ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des aspects du métier que... Enfin, Clara y a déjà un petit peu répondu, mais est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment des aspects du métier que les gens ne s'imaginent pas du tout qui a ça derrière un compte Instagram, quoi? C'est vrai que c'est un métier qui est... ça fait quand même quelques années que ça existe maintenant, mais qui reste quand même hyper mystérieux pour beaucoup de personnes. J'ai l'impression que les gens suivent des influenceurs sur les réseaux sociaux, mais qui se rendent pas compte que, en fait, clairement, l'influence, c'est comme de la publicité. Et donc, c'est très mystérieux, on sait pas trop ce qui se passe, etc. Genre, quand j'ai dû expliquer mon job étudiant à mes grands-parents... Quand j'ai dû expliquer le métier donc, à mes grands-parents, c'était compliqué. Je pense que ma grand-mère, elle a capté ce que c'était que quand on est passé à la télé. Parce qu'on avait eu C'est du Belge qui était venu faire une émission sur Claire. Et du coup, on était passé à la télévision. Alors là, c'est bon, c'était... Tu vois, ma grand-mère mes grands-parents comprenaient, tu vois. Et donc, du coup, voilà, à part le fait que ça, c'est notre génération, je pense qu'il y a quand même plein de personnes qui... Ah oui, elles sont sur les réseaux, mais qui se rendent pas du tout compte de ce que c'est vraiment et du travail qu'il y a derrière, quoi. Et je trouve que c'est hyper dur de... J'ai l'impression que tant que tu ne travailles pas dedans, tu peux pas vraiment te rendre compte de tout ce que ça représente. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Mais je suis d'accord aussi, si je peux rajouter un truc par rapport à ça, qu'on me demande... quand je rencontre des gens et qu'on me demande « Ah, toi, tu fais quoi dans la vie ?» Je suis toujours là, bon, comment expliquer? Et souvent, je dis, je travaille dans une agence de communication digitale. Et il y en a qui cherchent pas plus loin. Et il y en a qui posent plus de questions. Et là, j'explique, notre boss est influenceuse, je travaille avec elle, etc. Mais je trouve ça tellement difficile à expliquer. Et même des gens qui suivent Claire, j'ai plein de copines qui suivent Claire, qui pensent qu'en fait, Atelier Milky, on travaille toutes avec Claire. Pour le côté influence et pas du tout... alors que, Claire, elle parle d'Atelier Milky quand même assez souvent, je veux dire... Oui. Ça, c'est vrai que je le remarque aussi en gérant le compte de l'agence, qu'il y a certaines personnes pour qui c'est pas... même beaucoup de gens. C'est pas clair entre Milky, Atelier Milky...
Après, on n'a pas choisi des noms qui sont très distincts. Non, mais en même temps, c'est normal. Enfin, je trouve que c'est évident aussi que le nom garde... Oui. que ça fasse écho au compte de Claire. Mais oui, c'est vrai que c'est pas toujours pas facile à comprendre peut-être pour les gens qui sont pas vraiment dans le secteur du digital, je dirais. Oui, mais moi parfois, tu vois, à l'inverse, tu dis que tu as beaucoup de personnes qui pensent qu'il y a une agence entière qui est dédiée à Claire. Mais à l'inverse, je trouve que quand tu expliques... maintenant, évidemment, vu que je suis 100% de l'agence, c'est plutôt simple. Mais quand je vais expliquer ce que je faisais pour Milky, j'avais pas envie de réduire ça à seulement être... Enfin, en fait, j'ai l'impression que quand tu dis « je suis assistante d'influenceuse », les gens, ils pensent que tu fous rien de ta journée, quoi. Tu vois. Et donc, du coup, je trouve que quand t'as ce genre de conversation, t'as envie de dire « ouais, mais on fait ça. » Enfin, t'as envie de venir soutenir tes propos, entre guillemets. Oui, et d'expliquer vraiment ce que tu fais et de défendre un peu. Exactement, parce qu'en fait, ça reste, je trouve, après chacun son avis, mais je trouve que c'est un métier où les gens comprennent pas et t'as l'impression que... Pas que tu fais rien, mais un peu ça, quoi. Ouais, clairement. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que moi, j'ai envie d'expliquer. J'ai beaucoup d'amis dans le domaine de la communication, du marketing et tout ça. C'est peut-être un peu plus facile à expliquer, ils comprennent peut-être un peu mieux. Mais je rencontre aussi pas mal de personnes qui travaillent dans le secteur médical. Et en fait, eux, ils sont tellement déconnectés de ça que... c'est difficile de leur faire comprendre que, comme dit Clara, on n'est pas juste assistante d'une influenceuse. Oui. On travaille, enfin déjà l'influenceuse travaille, c'est un vrai métier, que nous, on travaille, on passe pas nos journées à juste prendre des photos les pieds en éventail. Et je trouve que, en fait, les gens qui sont pas dans ce secteur-là, ne comprennent pas facilement. Et donc, c'est vrai que j'aime bien aussi, moi, expliquer... plus en détail. Quand je vois que la personne en face est réceptive, en tout cas. Oui, parce qu'il y en a qui sont pas du tout réceptifs, tu vois. Genre, directement, je trouve qu'ils mettent dans des cases à fond. Moi, j'ai l'impression, de l'extérieur, que le métier de créatrice de contenu, c'est quand même chargé d'imprévus. Et donc, du coup, fatalement, en tant qu'assistante, vous subissez aussi, entre guillemets, ces imprévus. C'est quand même un mode de vie au jour le jour qui convient pas à tout le monde. Comment vous le viviez, ça ? Comment vous le vivez ? Je parle dans 2 temps, du coup. Mais... moi, je trouve que déjà, Claire a le mindset pour être comme ça. Totalement. Parce qu'elle se laisse jamais démonter par un imprévu. Tu vois, il va y avoir quelque chose, c'est pas grave, en fait, on fait juste autre chose. Et je trouve que si t'as déjà quelqu'un qui lead et qui est comme ça à être ok, de toute façon, il y aura quand même quelque chose qui va pas se passer comme d'habitude. Vu que moi j'ai toujours été, dès que j'étais dans le dans le cadre du travail, ça a été avec elle et ça a été de penser comme ça. Du coup, j'ai l'impression que ça m'a aussi vachement formée à l'être aussi, même par rapport à l'agence et tout. Ok, il y a un projet qui va pas se faire, on trouvera une solution, tu vois. Et donc, de nouveau, on n'a pas la vie de personne entre les mains. Si, d'un point de vue marketing, on va faire un plan vidéo plutôt qu'un autre, il y a personne qui va mourir. On doit refaire un contenu parce que la marque, elle est pas d'accord. Ok, peut-être qu'on va perdre de l'argent parce qu'on a peut-être engagé des gens dans la créa de contenu ou dans autre chose. Mais je trouve que le fait que Claire soit vraiment dans ce mindset hyper positif à rebondir à chaque fois sur tout ce qui se passe, ça facilite quand même vachement les choses. Et je trouve que, en tout cas, personnellement, je ne me suis jamais dit... oh non, c'est la fin du monde, ça se passe pas comme prévu. En fait, juste, on en rigole. Et je prends l'exemple de... Je donne un petit exemple pour illustrer mes propos. On avait dû faire un shooting à la mer du Nord. Le fameux shooting... Je prends toujours cet exemple parce que je l'adore, ce shooting. C'est un shooting pour Perrier, où on avait une idée créative de mettre... de congeler une bouteille de Perrier et de la mettre dans un énorme glaçon. Ça, c'était notre plan A. On était sûr que ça allait fonctionner, machin et tout. Évidemment que ça n'a pas du tout fonctionné et qu'on a sorti le glaçon qui n'était pas du tout un glaçon. Le truc était à moitié en train de se décomposer. C'est pas grave, on s'est marré. On a fait un plan où le truc est en train de se casser la gueule. La photo, le post, il a trop bien marché. Et juste, on a trouvé une autre solution. Et voilà. Après, il faut évidemment prévoir tout ça. Te dire, ok, j'ai un plan A, il me faut un plan B, un plan C. Si ça marche pas, ça, c'est quelque chose que je pense que t'apprends aussi sur le fait de gérer ces imprévus. Mais voilà, je trouve que l'ambiance que Claire met toujours, de se dire, ok, on va essayer de trouver une autre solution, ça rend le truc vachement plus simple aussi. Oui, je suis d'accord avec Claire. Clairement, quand un truc se passe pas bien, au final, on en rigole. Enfin, se passe pas bien, c'est un grand mot, mais quand il y a un imprévu, clairement, on en rigole. Et maintenant,
on teste aussi avant, genre ce genre d'idée de la bouteille de Perrier. Je pense que maintenant, on aurait testé avant. Ouais, tu vois, c'est ça la différence entre nous. Voilà. Nous, on partait à l'aventure en disant ouais, c'est bon, d'office, ça marche. Claire a mûri. Ouais. Qu'on se dise clairement, on est toutes les deux ultra maladroites. Donc, ah oui, là, vous faites la paire. Des idées comme ça, on doit les tester en amont parce que à tous les coups, on va oublier quelque chose ou rater quelque chose d'une manière ou d'une autre. Donc, ou casser quelque chose. Ou casser quelque chose, voilà. Mais du coup, maintenant, on teste. Et si ça fonctionne pas, on fait autre chose. Comme dit Claire, on a des plans B, des plans C. Et voilà, mais aucune journée ne se ressemble non plus. Il y a toujours quelque chose. Même quand on se dit qu'on va travailler sur telle tâche, il y a toujours une autre petite tâche qui vient se mettre en plus parce que il y a un imprévu d'un côté ou d'un autre. Donc ça, moi j'aime bien parce qu'au moins ça nous... c'est toujours hyper dynamique comme boulot en fait. Oui, c'est ça que j'allais dire. Du coup, c'est quand même un aspect qui vous plaît. Le fait qu'aucune journée ne se ressemble. Clairement. Oui, c'est sûr. Et donc, justement, vous parlez un peu, vous donnez pas mal d'exemples. Et ma question suivante parle justement du fait que Claire est un profil très créatif. Parce qu'il y a être l'assistante d'une créatrice de contenu et être l'assistante d'une créatrice de contenu créative. Ouais, ça change tout quand même. Voilà. Je voulais aborder ce sujet-là avec vous. Moi, j'adore les trucs un peu what the fuck. Donc, quand on partait dans des shoots créa, alors là, j'étais trop contente. Franchement, et ça, c'est ce que j'ai toujours dit à Claire. Parce que quand j'ai commencé à voir que ma part Milky diminuait et que ma part Atelier Milky grandissait, j'avoue que c'était un peu ce truc-là qui me rendait triste de quitter. Après, avec Atelier Milky, on a des shoots créa, etc. Mais c'est pas du tout la même chose. C'est très différent comme métier. Ouais, donc j'avoue que moi, le fait que Claire ait été un profil créa, ça a clairement changé la donne. Et surtout, elle était hyper à l'écoute de... Tes idées. Ouais, ça toujours. Toujours hyper ouverte aux idées. Le but, c'était qu'on bosse ensemble, qu'on trouve des bonnes idées ensemble. Donc ça, c'était vraiment trop, trop sympa. Et de voir tes idées aussi se concrétiser, ça, c'est chouette. Mais comme on peut le voir dans les autres épisodes du podcast, Claire, elle a un esprit très créa et qui part dans tous les sens. Ouais. Donc, c'est ça là-dessus que j'adorais. On a fait des shootings, mais quand je repense à... On avait fait un shooting d'Halloween au milieu des bois où on avait pris des espèces de fumigènes pour faire de la fumée. On avait déjà été shooté aussi, on a été shooté à Étretat, au-dessus d'une falaise. On a dû se taper avec Tess des packs de pique-nique pour faire genre un pique-nique champêtre au-dessus de la falaise. On a fait des millions de trucs. C'est vrai que Tess aurait eu beaucoup de choses à raconter aussi dans cet épisode. Parce que Tess, on l'a aussi embarqué dans des shoots. À Étretat, pareil, on avait fait un shooting, c'était pour American Vintage, où l'idée c'était d'avoir Claire sur un matelas pneumatique, c'était un lit, sur un lit au milieu de l'eau. Ok, c'est cool. Genre on était dans notre délire et tout. Après il fallait réaliser ça. Donc ce qu'on voit pas sur la photo, c'est que je suis avec un harnais en train de tenir Claire sur le matelas. Parce que sinon, elle partait au large. Hein. Ah, bien sûr. Et Tess qui est en train d'essayer de shooter tant bien que mal, avec Claire qui se refaisait retourner dans tous les sens avec les vagues. Donc voilà, non, ça c'était le côté hyper créa. C'était... Enfin, moi, j'ai vraiment adoré vraiment tellement de shoots. Voilà. Mais de nouveau, je pense aussi que l'époque dans laquelle on était propice à ça. Tu vois, on était beaucoup plus dans des trucs hyper travaillés. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on va vers de l'authenticité, de la spontanéité. Donc, il y a peut-être, même si Claire veut garder sa créativité, c'est vraiment son ADN, il y a peut-être moins de place à des produits très... trop retouchés. Sophistiqués, retouchés. Ouais. On était à fond dedans. Donc, moi, évidemment, j'étais aux anges quand j'avais des trucs comme ça, tu vois. En fait, maintenant, on va peut-être faire des vidéos plus simples, mais avec une ou plusieurs transitions plus créatives. Ouais. Mais c'est vrai que les idées en elles-mêmes sont... Il y en a toujours des idées créa, on en parlait ce matin, mais il y en a peut-être moins... Enfin, il y a moins la place pour ça, je pense. C'est ça. Ouais. Même dans les demandes des marques, etc. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une évolution aussi par rapport à ça. Mais je pense que la force de Claire, ça a aussi été de s'adapter à ce que le marché voulait, tu vois. L'époque où on faisait ces fameux shootings... hallucinant, etc.
c'est parce que ça marchait à ce moment-là, mais elle a réussi vraiment à garder sa patte créative, je trouve, et à être en accord avec ce que les gens veulent aujourd'hui, comme tu disais, l'authenticité, tout en ayant ce petit twist créa, quoi. Ouais. Et est-ce que, du coup, vous avez l'impression que de travailler avec un profil créatif comme Claire, ça booste aussi votre propre créativité? Ah ben moi, je suis un profil plutôt carré, enfin en tout cas pas très créa, stratégique je vais dire plutôt. Ouais. En tout cas dans mes études, je remarquais que moi j'étais plus du côté stratégie, je laissais la créativité plutôt à d'autres. Mais ici, ça m'a clairement forcée à développer cet esprit créatif. Au début, j'avais parfois un peu de mal, mais une fois que j'ai compris aussi le mindset de Claire et ce qu'elle aime moins, bah en fait, oui, je développe toujours cette créativité, en fait. Ouais, ça a débloqué un peu un truc. Ouais. Et je pense que si je travaillais pas ici, si je travaillais pas avec Claire, j'aurais jamais pris le temps de développer cette partie, parce qu'en fait, je pense qu'on a tous un esprit créatif, en tout cas un côté créatif d'une manière ou d'une autre. Il faut juste développer la chose et avoir le déclic. Ouais, c'est ça. Pas avoir peur aussi, en fait, de proposer des choses. C'est vrai que Claire, elle a son ADN, etc. Mais comme disait Clara, elle est ouverte aux idées et il faut pas hésiter à justement proposer des idées et développer après ce côté plus créatif. En fait, moi, ce que j'adore, et je pense que c'est là-dessus qu'on s'est bien trouvé, c'est que quand on fait des brainstorms, on va monter, genre on va faire ça, et ça va être une espèce d'escalade comme ça, puis après on se calme et on essaie, tu vois, de recentrer tout ça et avoir quelque chose qui soit réalisable. Mais c'est sûr que c'est marrant parce que c'est vraiment ce que je lui ai dit quand on a eu cette discussion justement de savoir comment ça allait se passer. J'ai dit, il y a tellement peu de personnes avec qui j'ai cette aisance à bosser, tu vois, à partir dans des méga délires, mais d'un autre côté, à aussi vraiment travailler et à pouvoir bien exécuter les choses et que tout roule correctement, quoi. Et donc, c'est sûr que ce côté très créatif, ça m'a hyper fort stimulée. Et moi, ce que j'ai aussi adoré dans ce métier et que je retrouve encore aujourd'hui avec Atelier Milky, c'était d'avoir la possibilité d'être ultra créative, parce que j'ai besoin d'être stimulée, d'avoir justement ce côté où on trouve plein d'idées, on brainstorm, etc. ensemble, mais j'ai besoin d'avoir un côté aussi hyper carré et très organisation, tu vois. Donc là, ce que Claire m'offrait en étant son assistante, c'était la possibilité d'être ultra créa, mais après, de pouvoir mettre tout en application et donc avoir toute la partie logistique et vraiment plus concrète et pratico-pratique que moi j'adorais aussi. Donc j'avais vraiment un peu les deux facettes de ma personnalité qui étaient combinées. Et c'est ce que j'ai encore aujourd'hui avec Atelier Milky, participer au brainstorm des clients et partir dans tous les sens. Mais après, il y a des opérations à gérer et c'est de l'organisation et faire en sorte que tout soit coordonné, quoi. Vous l'avez déjà pas mal évoqué, mais on va vraiment avoir une question qui est dédiée à ça. Mais qu'est-ce qui vous plaît, vous plaisait, le plus dans ce métier? Parce que je pense qu'on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais ça permet aussi de vous donner accès à un monde auquel vous n'auriez jamais eu accès, je pense. Oui. Clairement. À l'unanimité. Non, mais c'est sûr que tu te retrouves dans que ce soit des événements, presse ou influence. Moi, vraiment, il y a des trucs dans lesquels j'étais, mais genre... Et avec Tess, parfois, quand on était à deux, on se disait, mais qu'est-ce qu'on fout ici? Genre, c'est un truc de fou. Je vais donner des exemples. Oui. Je réfléchis un peu, mais... Moi, j'ai noté dans mes petites notes, événement Dior. Ah ouais, oui, c'est vrai. Claire sait que j'adore la marque. Et un jour, elle avait été invitée à la sortie d'un nouveau parfum. Et du coup, elle m'avait dit, viens, on y va à deux, etc. Bon, j'étais trop contente. Du coup, elle m'avait prêté, parce que évidemment, je n'avais aucune affaire Dior. Donc, elle m'avait prêté des trucs. Donc ça, c'était des trucs, c'était des événements presse, trop chouettes. Sinon, je suis quand même partie à la Fashion Week avec elle, la première année où je bossais avec elle. Donc moi, en tant que job étudiant, je pensais être à la caisse et je me retrouve à faire des photos de Claire en robe haute couture devant un hôtel de luxe et j'étais là, mais... que des trucs comme ça. Toi aussi, Claire, t'as eu la Fashion Week? Oui, du coup, j'ai eu plusieurs Fashion Week, mais pareil aussi, je commençais mon stage, je pense, début février et début mars. On partait une semaine à Paris avec Tess.
Claire et Amel. Et pareil, c'est un monde totalement inconnu, mais qui fait rêver, quoi. Donc, c'est vrai que il y a eu cette fois-là, puis il y a eu la Fashion Week. On est parti 3 fois, je pense, à la Fashion Week. Et c'est comme que là, se retrouver devant des hôtels de luxe, dans des hôtels de luxe même. Claire qui dit, on va aller manger là ou là. Ok, c'est des moments des endroits d'exception où j'aurais jamais mis les pieds, en tout cas pas maintenant, à ce stade-là de ma vie, peut-être un jour plus tard, mais voilà. Et pareil, des événements aussi. Claire avait été invitée par Givenchy pour la sortie aussi d'un nouveau parfum à Amsterdam. Et on est parti 24 heures à 2 à Amsterdam. C'est... Qui fait ça avec sa bosse, en fait? Oui, exactement. Moi, j'avais fait ça l'année dernière, ou il y a 2 ans. C'était pour la sortie de Martin Skin. Oui. Où Gaëlle avait organisé du coup un week-end au domaine des Hauts-de-Fagne. Et Claire m'avait dit vas-y, on y va à 2. Du coup, ce week-end était incroyable, vraiment, c'était trop génial. Et au moment où on s'est retrouvés quand même, bon, ça faisait longtemps qu'on bossait ensemble, donc on était déjà proches, etc. Mais on s'est quand même retrouvés à faire un massage en duo. Vraiment que des trucs un peu hallucinants. Mais ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est que clairement, il y a les événements presse auxquels on a parfois la chance de pouvoir l'accompagner. Mais il y a aussi, ça rejoint un peu ce qu'on expliquait avec la partie créative. Claire s'est toujours donné les moyens aussi de faire des choses créatives. Donc si on devait à un moment faire en sorte de bouger pour aller créer du contenu et sortir du lot et pouvoir concrétiser nos idées, on le faisait. Par exemple, je parlais du shooting à Étretat. On a quand même dû partir pendant 4 jours à Étretat pour aller faire ce contenu. Mais on a optimisé le truc avec plein d'autres shootings et on était vraiment organisés pour essayer de shooter et de créer un max de contenu. Mais donc ça je trouve que ça a aussi participé à rendre cette expérience, en tout cas mon expérience, folle. C'est de pouvoir toujours se donner les moyens, et on avait de la chance de pouvoir le faire aussi, concrètement. En tout cas, de pouvoir partir comme ça et de dire, oui, tu sais quoi, en fait, on veut faire ça, vas-y, on le fait, on y va. Après, on ne partait pas à New York, mais rien que des petits voyages comme ça rendait déjà l'expérience hyper... un peu exceptionnelle aussi. Donc voilà, ce genre de projet. Et pareil, quand elle a sorti elle avait fait la collection avec Caliora pour les maillots, qui devait mener au voyage au Maroc avec des influenceurs. C'était ça le projet de base. Pareil, elle s'était donné les moyens en disant ok, on va mettre le paquet, on va investir comme ça, faire comme ça pour avoir ce voyage influenceur qui au final ne s'est pas fait vu qu'on n'a pas eu les maillots à temps, mais qui s'est transformé en voyage d'équipe qu'on fait perdurer encore maintenant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi, je trouve qu'on a... Allez, c'est Claire qui rend ces choses possibles parce que elle va investir dans des projets et elle nous embarque aussi avec elle. Tous les voyages presse, etc., elle pourrait juste dire je fais tout le temps avec Lucas ou elle invite ses copines. Elle nous fait partager tout ça et ça, c'est trop chouette, quoi. Vraiment. Clairement. Merci, Claire. Oui, en fait, l'influence, c'est aussi un monde un peu, comme on le disait tantôt, mystique comme ça. Et du coup, c'est chouette aussi de découvrir... il y a tout le côté création de contenu, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres côtés aussi qui sont super chouettes à découvrir. Et on peut rebondir aussi sur ce que Clara disait. Claire, elle se met pas de limites. En tout cas, si, elle se met des limites. elle met pas de limites. En fait, je pense qu'elle ne se satisfait pas du minimum en termes de créa et en termes de possibilités, je pense. Voilà, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Et du coup, ça amène aussi à des voyages ou à des shootings dans des lieux improbables ou avec des tenues improbables. Et du coup, c'est trop chouette aussi, ce côté-là. Je trouve que je sais pas si c'était une question, je me permets d'ajouter ça aussi. Parce que là, on parle de trucs un peu plus matériels, mais je trouve qu'aussi le côté relationnel est super intéressant parce que qu'on soit honnête, la com, c'est ça, c'est connaître des personnes, faire en sorte que les projets bougent. Bon, évidemment, il y a des compétences à avoir, mais je veux dire, il y a beaucoup de public relations. Et je trouve que... c'est ça qui a été aussi super intéressant, en tout cas dans mon expérience. Moi, j'étais demandeuse de ça et Claire n'a jamais, justement, m'a toujours inclus pour que j'ai la chance de pouvoir rencontrer plein de personnes, etc. Et c'est quand même grâce à ça que, quand je me suis lancée en indépendante, j'avais mon planning qui était full directement. Mais voilà, je trouve qu'il y a aussi ce côté-là de relations hyper intéressantes. Et voilà.
Alors, on a fait un épisode dans cette saison 2 avec Amélie, qui est l'agent de Claire, et qui gère donc tout l'aspect collaboration et contrat de l'influenceur. En tant qu'assistante, à quel point est-ce que vous êtes mêlée au contrat et aux collaborations ? Moi, c'était le début, quand en fait, j'ai commencé à bosser avec Claire, et puis Amel est arrivée. Okay. En fait, moi, quand j'ai commencé à bosser avec Claire, elle avait un agent à Paris. Ah oui, ok. C'était encore une autre époque. Mm-hmm. Donc là, j'avais pas du tout de contact. Je savais même pas qui était cette personne. Okay. On recevait juste les briefings des clients et puis on devait faire notre travail, quoi. Mm-hmm. Et puis en fait, Amel a commencé à bosser avec Claire juste après. Donc moi, c'était un peu le début. Donc je pense que la relation, elle est un peu différente. Mais donc moi, je n'ai jamais négocié de contrat... De budget, peu importe. Je le faisais avec les autres filles avec qui je bossais, mais pas avec Claire. Okay. Donc moi, je recevais, en tout cas nous, avec Claire, pour le dire pour la 45e fois, on recevait le briefing, elle me le présentait, et là, moi, j'intervenais que dans cette partie-là. Vraiment la partie créa. Okay. Mais, et puis on envoyait juste le contenu à Amel. Amel était beaucoup plus, vu qu'on était une équipe de 2 personnes, Amel était beaucoup plus liée à notre team, vu que Claire était la seule cliente qu'elle avait. Oui, c'est ça. Donc elle venait bosser au bureau, on était vraiment dans cet esprit d'équipe. Et puis après, tout a évolué. Amel a eu des employés, elle a eu d'autres talents, etc. Ce qui fait que maintenant, nos équipes, je pense, sont beaucoup plus divisées. Mais Clara, toi, tu dois avoir des contacts plus réguliers avec elle. Nous, c'était de nouveau, comme tout le reste en fait de mon année, c'était un peu YOLO. Voilà, bricolage. Et moi, du coup, j'ai des contacts avec Amel tous les jours, quasiment. On se fait d'office une fois par semaine un point sur les collaborations prochaines, qui arrivent dans la semaine. Soit avec Claire, soit juste Amel et moi si Claire n'est pas disponible. Tout ce qui est négociation, etc., ça, c'est Amélie qui gère. Donc ça, j'ai pas du tout accès à ça. Mais par contre, on se fait le point, on réfléchit ensemble. Ok, il y a telle collaboration qui sont validées. Amel me demande de prévoir les dates de shoot, elle me donne les deadlines, elle m'envoie les briefs aussi. Moi, je m'occupe de lire les briefs, de regarder quel contenu on doit faire, pour quand. Puis je fais un récap à Claire. Je fais un récap, mais on a des plateformes, etc., sur lesquelles on gère tout ça. Mais je fais vraiment le check-up par semaine des collaborations qu'il y a à faire. Par mois aussi, souvent. En début de mois, on fait une plus grosse réunion. Et puis après, Claire check un peu les idées créatives qu'il faut envoyer, à qui, pour quand, etc. Donc avant que Claire se mette dans le projet, il y a déjà eu en amont du coup un travail entre Amélie et toi, quoi. Déjà, il y a le travail d'Amélie qui filtre les demandes. Et puis après, elle envoie les demandes à Claire pour avoir sa confirmation. Une fois que Claire a confirmé, alors Amélie me renvoie, on va dire, la tâche, entre guillemets. Et là, c'est moi qui organise, en fait, un peu, qui check en tout cas ce qu'il y a à faire, qui organise un peu le truc. Et puis après, on en discute avec Claire en fonction de son agenda, elle aussi, quel shoot est à mettre quand, etc. Ouais. Ok. Alors, on l'a beaucoup évoqué, du coup, pendant tout l'épisode. Il y a cette différence d'époque. On va dire ça comme ça. Arrête, on dirait que moi j'étais assistante il y a 45 ans. Est-ce que, du coup, vous constatez une évolution de l'image des influenceurs au cours des années, entre le temps où toi tu étais assistante, Clara, et aujourd'hui avec Clara? Moi, je trouve que oui. En fait, je trouve que l'image de l'influenceur aujourd'hui est fort entachée par certains profils. Donc, on a des profils comme Claire, qui vont vraiment investir dans le contenu, qui vont avoir une certaine éthique, qui vont réfléchir aux marques avec lesquelles elles vont collaborer, etc. Et après, il y a eu vraiment une explosion pour moi qui n'existait pas trop encore à l'époque où j'ai commencé. C'était déjà un peu le cas, mais j'ai l'impression, en tout cas, moins de ces influenceurs un peu télé-réalité qui vendent tout et n'importe quoi, qui font des pubs pour n'importe quelle marque. Et du coup, j'ai l'impression que l'image que les gens ont aujourd'hui des influenceurs, ça va être majoritairement cette partie-là de personnes débiles
qui fait juste de la promotion sur leurs canaux, qui savent pas de quoi ils parlent, ils savent pas ce qu'ils vendent, ils sont juste là pour se faire un max de thunes et puis basta, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est hyper dur quand tu vois, on a parlé pendant tout l'épisode du travail qu'il y a derrière et de l'investissement que tu fais derrière, d'être en fait directement lié et rangé dans la même case. Et en fait, j'ai l'impression que c'est cette image-là que les gens ont en tête parce que c'est une image que les médias en tout cas partagent et qui fait vendre parce qu'en fait c'est trop facile de encore dire ok, cet influenceur là il est en procès parce qu'il a vendu je sais pas, un dupe ou n'importe quoi, et c'est des histoires qui font parler. Ouais. Et donc du coup il y a eu plein, et je trouve que ça s'est vraiment développé entre le moment où j'étais assistante et maintenant. Il y a eu plein notamment de documentaires et ce genre de choses qui essaient de montrer le vrai côté des influenceurs, et en fait c'est complètement faux ce qu'ils montrent. C'est le vrai côté de ces influenceurs-là. Exactement. Et donc je trouve que maintenant l'image, c'est de plus en plus difficile, je trouve, de montrer qu'il y a du travail, etc. derrière, parce qu'il y a aussi de plus en plus de personnes qui sont créateurs de contenu. Tout à fait. Je trouve que Claire, elle existe depuis... Enfin, son profil, en tout cas, et sa personnalité publique existe depuis super longtemps. Donc, elle a quand même une communauté qui la connaît bien, où j'ai l'impression qu'elle subit un peu moins ça. Mais de l'extérieur, je trouve que l'image des gens par rapport à l'influence... En fait, il y en a qui vont être hyper convaincus, entre guillemets. Tout le monde va se laisser influencer parce que l'influence, il faut le dire, ça marche méga bien en termes de business, de vente, etc. Ouais. Et après, tu as quand même un grand pan de la population qui critique de ouf et qui est en mode, ces influenceurs, etc. Enfin, moi, je le ressens aussi. J'ai l'impression, quand je parle de ça avec des personnes, qu'il y a très vite un esprit négatif, enfin, en tout cas, un esprit plus critique par rapport à ce métier-là. Qu'avant. Avant, j'ai l'impression que quand je disais que je travaillais avec Claire, c'était en mode mais waouh, c'est incroyable. Quand j'ai commencé à bosser vraiment au labo étudiant, les gens étaient là, mais tu la vois en vrai. C'était vraiment le truc un peu hallucinant, quoi. Ouais. Ça l'est toujours encore maintenant, parce que ça reste quand même une personnalité publique et tout. Mais il y a vraiment, je trouve, cet a priori sur l'influence qui prend énormément de place. Ce qui a changé aussi beaucoup, je pense, par rapport à l'époque où tu étais assistante, c'est qu'il y a eu l'arrivée de TikTok, qui est une plateforme qui permet à tout un chacun de buzzer du jour au lendemain, et qui a des meufs qui ont posté leur premier TikTok il y a 1 ou 2 ans et qui ont aujourd'hui 1 million d'abonnés. Oui. Et aujourd'hui, et leur contenu est tout à fait valable aussi. C'est juste que la plateforme TikTok demande beaucoup plus de spontanéité, d'authenticité, comme on disait tout à l'heure. Et donc, il y a des meufs qui font des stats incroyables avec juste, entre guillemets, des enchaînements de plans, des trucs où il n'y a pas vraiment de recherche ni créative, ni stratégique. Et donc, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un troisième lot. Il y a les influenceurs de télé-réalité, il y a les créateurs de contenu un peu à la Claire, je vais dire ça comme ça, et puis il y a les TikTokers, en fait. Ouais, t'as raison, complètement raison. Et je pense que du coup, ça rend le concept encore plus mystique. Pour les gens qui ne sont pas dedans. Pour les gens qui ne sont pas dedans. Et évidemment, quand... Je comprends aussi leur point de vue. Si je me mettais à la place, par exemple, de personnes de la génération de nos parents, tu vois, de te dire, ok, il y a une fille là, elle a fait quelques vidéos qui ont fait du buzz où elle fait limite n'importe quoi. Ouais. Et cette fille, elle gagne plus que nous, limite, tu vois. Et je comprends. Et il y a rien à comprendre, en fait, là-dedans, tu vois. Mais donc, du coup, parfois, je trouve ça un petit peu... tu vois, genre chiant de voir tout le travail qu'il y a derrière, et au final, qu'il n'y ait pas cette segmentation, on va dire, dans les profils. Mais bon, de nouveau, c'est normal, c'est des personnes qui ne sont pas dans le milieu, qui ne comprennent même pas la différence entre tous ces profils. Oui, et nous, donc, peut-être qu'on agit comme ça avec d'autres secteurs d'activité complètement qui nous sont inconnus. C'est sûr, mais c'est sûr que c'est comme ça. Oui. Mais donc voilà. Donc j'ai l'impression que je ressens un peu plus le devoir de me justifier, entre guillemets, et de défendre un peu. Et de défendre, comme si c'était ma mission, tu vois. Genre, je vous jure, les gars, il y a des influenceurs qui sont vraiment des méga bosseurs, qui font du contenu de fou, qui investissent à fond là-dedans, et qui vont pas juste faire de la merde pendant 5 minutes sur leur journée. Et je trouve aussi que on est un peu... Enfin, on est clairement en ce moment dans un monde où on veut revenir un peu aux bases, dans le sens où on condamne la surconsommation, l'écologie, etc. Et les gens ont l'image des influenceurs
comme disait Claire, un peu qui font de la pub, du coup qui, eux, prônent à fond la surconsommation, font des voyages à l'autre bout du monde pour 3 jours, pour les voyages presse, etc. Et du coup... tout le monde est mis dans le même tout paquet. Tout le monde est mis dans le même paquet. paquet, voilà. Alors que ceux qui réfléchissent leur collaboration, qui ne font pas des voyages à tout bout de champ, voilà, ouais, ils sont mis dans le même panier et du coup, ça entache leur image à eux, alors que eux font leur métier de manière réfléchie et clairement. Et donc, ça revient un peu à la comparaison avec les influenceurs de la télé-réalité, mais tout le monde est mis dans le même panier, quoi. Moi, je me souviens, pour l'anecdote, quand j'ai été engagée, que je l'ai annoncé à mes parents. Et je savais très bien que ma maman suivait Claire, donc elle allait tout à fait comprendre où j'allais. Par contre, mon papa, pas du tout. Pas du tout Instagram, pas du tout créatrice de contenu. Tout ça, c'est un monde qui lui est inconnu. Et donc, j'ai d'abord annoncé à ma maman, qui est évidemment toute folle. Et puis après, je l'ai annoncé à mon papa. Et donc, je lui ai dit, ben voilà, je vais travailler dans une nouvelle agence, parce que j'étais déjà en agence avant. La fondatrice est influenceuse. Ah, ok, influenceuse, ça veut dire quoi, influenceuse? Et je pense qu'il avait justement cette image de l'influenceur de Dubaï. Hein. Je donne le cliché là, mais... Et donc du coup, j'ai dû un petit peu expliquer son métier, alors que j'étais pas encore dans l'équipe, donc j'avais pas encore vraiment vu les coulisses. Et moi, en tout cas, de mon côté, mon papa, ce qui lui a permis de se rendre compte de la qualité de son travail, c'était de mentionner les marques avec qui elle travaillait. Et quand je lui ai dit, mais tu sais, elle a un contrat à l'année avec Nespresso, par exemple, là, il m'a dit, ah oui, d'accord, ah oui, c'est une grosse marque. C'est trop marrant parce que, genre, c'était la même chose. Ouais. Nos familles sont très similaires. Oui. Mais pareil, quand j'ai dit que j'avais eu un job étudiant, parce que moi, c'était même pas pour mon vrai job, hein, c'était juste gagner un peu d'argent sur le côté à la base. Ouais. Quand j'ai dit à ma mère, ben voilà, oui, je lui avais déjà parlé évidemment, hein, je lui avais lu tout mon mail, mon machin, etc. Donc elle était déjà bien au courant aussi. Et quand je lui ai dit, voilà, j'ai le job chez Claire, elle, trop contente, elle avait, je pense aussi un peu plus cet esprit digital, etc. Donc elle captait un peu plus. Quand j'ai annoncé à mon père que je faisais ça, il était là, genre hyper sceptique comme ça, tu vois. Et en fait, il a appris un peu à comprendre cet univers parce que je leur expliquais plein de choses. Et je pense que le moment où je suis partie à la Fashion Week à Paris, là, il s'est dit, ok, là, ça rigole pas quand même. Genre, elle part quand même là-bas, dans le cadre du travail. Mais donc, ce qui est hyper drôle, c'est que limite, c'était mon père qui me disait au début, t'es sûr que tu veux faire ça en mode... prendre peut-être un truc un peu plus sérieux. Genre, j'avais fait des jobs étudiants chez Deloitte. Évidemment, on n'était pas du tout dans le même secteur. Et maintenant, genre, c'est limite mon père qui est à fond dedans. Genre, dès que je l'ai au téléphone, il me dit « Alors, comment ça se passe ?» Bon, maintenant, il y a le côté agence qui est aussi pris le dessus. Mais même quand j'étais que sur la partie Milky, c'était tout le temps « Ok, sur quel projet vous êtes c'est quoi les nouveaux trucs ?» Enfin, trop à fond dedans, quoi. Parce que je pense que, de nouveau, il a compris ce que c'était. En fait, j'aimerais tellement que tout le monde comprenne comme nos papas. Comme nos papas, parce que c'est ça, ils étaient un peu sceptiques au début parce qu'ils ne connaissaient pas l'univers et qu'ils ne comprenaient pas le travail qu'il y avait derrière. Mais après, quand mon père, il me voyait cravacher sur mes montages YouTube, qu'on partait en voyage, qu'on faisait du contenu que machin, que tchic-tchac, il s'est dit, ok, bon, en fait, il y a des méga marques aussi qui collaborent avec elle. C'est qu'il y a un intérêt là-dessus et... Ouais, c'est clair. Et voilà, donc, j'aimerais trop que tout le monde comprenne un peu cette vision-là. Et toi, tes parents, là, quand t'as fait ta demande de stage, c'était quoi leur réaction? Mais j'étais en train de réfléchir. En fait, ils savent toujours pas qu'elle travaille ici. Mais ma maman, elle est dans la com aussi, donc voilà, je pense pas qu'elle suivait Claire, mais j'en avais sûrement déjà parlé. Mon papa, rien à voir, comme vos papas, quoi. Ma maman, elle me soutient vraiment dans tout, donc elle a été directement réceptive. Mon père, je crois que j'ai commencé à lui expliquer. Je sais pas s'il a compris tout de suite, il a peut-être fait semblant. Mais pareil, moi aussi, c'est quand je suis partie à la Fashion Week pendant mon stage que il s'est dit aussi, c'est quand même une opportunité, une chouette opportunité. Si elle peut partir là-bas, c'est que c'est du sérieux. Donc,
Ouais, je pense que comme vous, il lui a fallu quelques temps pour comprendre. Ouais. Mais une fois qu'il a compris, là, c'est comme que là, dès qu'il m'a au téléphone, il me pose 1000 questions sur mon travail. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on part? Où est-ce que, Et il voit aussi que je suis très épanouie là-dedans, que comme on disait, j'ai accès aussi à des trucs de ouf. Donc il est aussi, ma maman aussi, ils sont tous les deux super contents de voir que j'évolue dans ce milieu-là et que ce n'est pas justement, que Claire est quelqu'un de sensé, qu'elle dirige une boîte, qu'elle dirige une boîte, voilà. Parce qu'on est quand même passé de 2 à 7. Ouais, clairement. C'est ça. Merci les filles pour cet épisode. C'était super intéressant de savoir plus sur le métier d'assistante dans le monde de l'influence et aussi sur vos différents chemins vers ce métier. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Social Kids. Ciao! Bisous! Bisous!